Aujourd'hui, laissez votre esprit vagabonder vers l'Amérique du Sud, vers l'été caniculaire de 1978. Cette année-là, dans l'Argentine tumultueuse, la sélection brésilienne a écrit le parcours le plus singulier de l'histoire de la Coupe du Monde. Sous la houlette de l'entraîneur Claudio Coutinho, elle a insufflé une nouvelle philosophie, celle d'un Brésil européanisé, discipliné et pragmatique, loin de l'improvisation samba traditionnelle. Invaincue tout au long du tournoi, elle n'a cependant pas pu soulever le trophée, victime d'un tirage au sort cruel dans la phase finale. Les Brésiliens ont surnommé cette génération les Campeões Morrais, les champions moraux. Mais derrière ce titre officieux, empreint de fierté et d'amertume, se cachaient des êtres humains. Plus de 45 ans ont passé, et le temps a marqué leur vie à jamais. Certains sont devenus des légendes immortelles, d'autres ont mené une existence paisible, et d'autres encore, hélas, ont vu leur parcours s'achever dans la tragédie et les larmes. Revenons sur les pages précédentes du dossier, en revenant sur les hauts et les bas des principaux acteurs du film Seleção 1978. Nelinho, véritable physicien du terrain, fut la révélation brésilienne au poste d'arrière droit lors de la Coupe du Monde 1978. À 27 ans, il n'était pas titulaire indiscutable, Toninho Baiano étant plus solide défensivement. Mais chacune de ses entrées en jeu émerveillait le public. Son but magistral contre Dino Zoff, Italie, lors du match pour la 3e place en fut la preuve. Depuis un angle fermé sur l'aile droite, Nelinho décocha une frappe du plat du pied, envoyant le ballon dans une trajectoire parfaitement enroulée jusqu'au petit filet opposé. La puissance de son tir fit dire qu'il pouvait envoyer le ballon hors du stade. Contrairement à nombre de ses contemporains qui ont sombré dans les vices, Nelinho était passionné de sport. Après sa retraite, il a ouvert une chaîne de salles de sport et de clubs de fitness à Belo Horizonte. Il menait une vie extrêmement saine, sans alcool ni tabac. Il s'est également engagé en politique comme député régional, se concentrant sur les politiques de développement du sport communautaire. Le parcours footballistique de Nelinho a toujours été imprévisible, mais son parcours de vie a été simple et ordonné. Sa force physique sur le terrain s'est traduite par une entreprise florissante dans le secteur de la santé. Nelinho, 74 ans, possède toujours une forme physique remarquable. Il continue d'entraîner directement dans ses salles de sport et est un modèle de discipline pour les jeunes. Jorge Mendonça, surnommé l'Étoile filante, fut le phénomène le plus improbable de la Coupe du Monde 1978. À 24 ans, il prit la relève de Zico, blessé, et ses performances furent si impressionnantes que même après le retour de Zico, il resta sur le banc. Doté d'une technique flamboyante, d'une confiance en soi démesurée et d'un charisme indéniable, Mendonça devint le héros inattendu de la sélection, leur unique espoir pour la seconde phase du tournoi. Mais cette ascension fulgurante vers la gloire fut sa perte. Après la Coupe du Monde, Mendonça succomba à la tentation. Alcool, fêtes nocturnes et manque de discipline eurent raison de lui. Il dégringola dans les divisions inférieures. Le drame culmina avec un divorce, la perte de la garde de ses enfants et la descente aux enfers. Et à un moment donné, le héros de la Coupe du Monde fut aperçu en train de vendre ses souvenirs et même de dépendre de l'aide d'amis dans les bidonvilles. Mendonça illustre tristement l'adage « Le talent sans caractère est un désastre ». Son ascension fulgurante sur les terrains de football argentin n'a été qu'un prétexte pour les ténèbres qui allaient plus tard engloutir sa vie. Le 17 février 2006, Jorge Mendonça décède dans un hôpital public des suites d'une crise cardiaque, conséquence d'années de santé fragile. Il meurt à 51 ans, seul et oublié de la plupart des gens. Une fin tragique pour celui qui, un jour, a mis Zico sur le banc. Amaral, alors âgé de 23 ans, est surnommé O Couve, le chou, en raison de son teint clair et de ses cheveux bouclés caractéristiques, était le travailleur acharné qui se tenait aux côtés du fringant défenseur central Oscar. Mais son moment décisif ne fut pas un tacle ordinaire, mais un arrêt remarquable contre l'Espagne. Alors que Léo était battu
et que le tir de Santillana semblait sur la ligne, Amaral surgit de nulle part, plongeant pour dégager le ballon sur la ligne de but et sauvant le Brésil. Ce geste fut aussi important qu'un but en or. Amaral jouait avec un instinct de survie aiguisé, une ténacité à toute épreuve et un esprit combatif infatigable, devenant un pilier de la défense brésilienne. Contrairement à Oscar, devenu homme d'affaires, Amaral choisit une vie beaucoup plus paisible. C'était un homme doux, pieux et introverti. Après sa retraite, il reprit le football auprès des jeunes, entraînant des enfants défavorisés. Il n'était pas riche matériellement, mais riche de l'amour des supporters des Corinthiens. Il évoquait toujours son arrêt de 1978 avec un sourire timide. Dieu m'a placé là. Amaral incarne la dévotion discrète. Toute sa vie, il a été celui qui se tenait dans l'ombre des autres, leur permettant de briller, et il est heureux dans ce rôle. Cependant, le destin ne l'a pas épargné à la fin de sa vie. Le cancer a eu raison de la force de ce défenseur central d'acier. Le 31 mai 2024, Amaral s'est éteint à l'âge de 69 ans. Les supporters brésiliens l'ont pleuré, se souvenant du doux Chou, qui avait jadis porté le destin de la nation sur ses pieds. Dirteu, 25 ans, surnommé La Fourmi ou le Gitane, fut le pilier du Brésil lors de la Coupe du Monde 1978. Malgré sa petite taille, il débordait d'énergie. Une frappe puissante de loin, des passes précises et un jeu physique intense. En l'absence de Zico, Dirceu assuma toutes les responsabilités créatives au milieu de terrain, devenant le véritable moteur de l'équipe. Ses 3 buts, dont d'impressionnantes frappes lointaines, illustrèrent toute l'étendue de son talent de milieu de terrain. Grâce à ses performances exceptionnelles, Dirceu fut élu 3e meilleur joueur du tournoi, Ballon de bronze, derrière seulement Mario Kempes et Paulo Rossi. Dirceu fut peut-être le premier footballeur brésilien à incarner véritablement le citoyen du monde. Il a joué pour près de 20 clubs au Brésil, au Mexique, en Espagne et en Italie, où il était une idole à Naples avant Maradona. Il ne s'attardait jamais longtemps au même endroit, tel un vent indomptable. Dirceu aimait la liberté, les fêtes et les rires. Il était l'ami de tous, et son optimisme pouvait illuminer les pièces les plus sombres. Le style de jeu fluide et itinérant de Dirceu est sa vie, une quête sans fin de la joie. Mais son parcours s'acheva par une tragédie des plus brutales. Le 15 septembre 1995, alors qu'il circulait à Rio de Janeiro, la voiture de Dirceu fut percutée de plein fouet par un chauffeur au volant d'un véhicule hors de contrôle. Il mourut à 43 ans, en pleine force de l'âge, après sa carrière de footballeur. La mort de Dirceu fut un choc terrible, une triste nouvelle pour le football mondial des années 90. José Oscar Bernardi, défenseur central de 23 ans à l'allure aussi élégante qu'un homme en costume au beau milieu d'un brasier de Coupe du Monde, devint le pilier indispensable de la défense brésilienne en 1978. Si Léo était le feu qui brûlait en coulisses, Oscar était le ruisseau tranquille. Maintenant, toute la défense en alerte. Il jouait avec la finesse d'un érudit. Il lisait les situations avec précision, choisissait le bon positionnement et n'avait presque jamais à commettre de tacles dangereux, car il arrivait toujours avant que le danger ne survienne. Le duo Oscar-Amaral était alors comparé à l'alliance de l'intelligence et de la force. L'un intelligent, l'autre puissant, formant un mur d'acier devant le but brésilien. Non seulement il défendait, mais Oscar était aussi celui qui initiait les attaques depuis la ligne arrière, incarnant les qualités d'un défenseur central moderne, en avance sur son temps. Oscar fut l'un des premiers Brésiliens à envisager l'après-football. Lorsqu'il partit au Japon pour jouer pour Nissan Motors, l'ancêtre des Yokohama F. Marinos, il ne voyait pas cela comme un lieu de retraite, mais comme un marché potentiel. Il y étudia la culture et le commerce. De retour au Brésil, il a ouvert l'Oscarin Eco Resort, un immense complexe sportif. Ce dernier est devenu le camp d'entraînement de nombreuses grandes équipes, dont le Brésil et la Corée du Sud, lors de la Coupe du Monde. Oscar s'est métamorphosé de joueur en homme d'affaires millionnaire,
gérant son entreprise avec la même rigueur que sa défense. Son sang-froid et son sens stratégique sur le terrain ont permis à Oscar de bâtir un empire commercial pérenne. Il prouve que les footballeurs peuvent aussi être d'excellents entrepreneurs. À 70 ans, Oscar profite des fruits de son travail. Il fait la navette entre le Brésil et le Japon, respecté dans les deux pays comme ambassadeur culturel et sportif. Zico, génie discret, aurait dû briller de 1000 feux lors de la Coupe du Monde. 1978, mais le destin en a décidé autrement. À 25 ans, le pelé blanc ne correspondait pas à la philosophie militaire de l'entraîneur Coutinho. Le point culminant de la tragédie survint lors du match contre la Suède. À la dernière minute, Zico sauta haut pour reprendre de la tête un corner, mais l'arbitre Clive Thomas siffla alors que le ballon était encore dans l'air. Le but fut refusé, Zico se blessa par la suite et perdit son poste, laissant derrière lui l'image d'un Zico triste et désemparé sur le terrain. Zico a transformé la tristesse de 1978 en une source de motivation pour briller en 1982. Mais le tournant majeur de sa vie fut sa décision de partir au Japon à un âge avancé. Là-bas, il n'a pas seulement joué au football, mais a aussi enseigné aux Japonais les rudiments du football professionnel. Il était vénéré comme une légende du football. Par la suite, il est devenu un entraîneur chevronné, menant le Japon, l'Irak, la Russie, à travers le monde avec l'attitude d'un ambassadeur de la paix. Sur le terrain, Zico est flamboyant et bienveillant. En dehors, c'est une personnalité remarquable, jamais mêlée à un scandale. Il est la preuve vivante qu'un échec dans un tournoi, Coupe du Monde 78, n'est parfois qu'une étape vers une gloire durable. Zico, 71 ans, est aujourd'hui un célèbre YouTuber, un philanthrope et le grand-père national du Brésil. Son sourire bienveillant continue de réchauffer le cœur de millions de personnes. Roberto Dinamite, une véritable dynamite prête à exploser, incarnait l'attaquant parfait lors de la Coupe du Monde 1978. À 24 ans, meilleur buteur de l'histoire du championnat du Brésil, Dinamite débuta le tournoi comme remplaçant de Reinaldo. Mais lorsqu'il eut sa chance lors du match décisif contre l'Autriche, il confirma immédiatement son statut de « dynamite » en inscrivant l'unique but de la qualification pour la Coupe du Monde. Il ne s'arrêta pas là et marqua 2 autres buts contre la Pologne, démontrant ainsi son talent pour saisir les occasions franches. Peu de touches de balle suffisent pour marquer. Rares sont les joueurs aussi fidèles que Dinamite. Il a consacré presque toute sa vie au Vasco da Gama, marquant plus de 700 buts pour le club. Après sa retraite, il n'a pas choisi de devenir entraîneur, mais s'est lancé en politique, député de l'État de Rio, et est devenu président du Vasco Club. Mais la présidence est une fonction à haut risque. Il a connu la gloire comme l'amertume et a même essuyé les critiques des supporters qui l'adulaient autrefois lorsque l'équipe était en difficulté. Pourtant, son amour pour le club est resté intact. L'explosivité sur le terrain contraste avec la fidélité et la persévérance dont font preuve les supporters pour un seul maillot. Dinamite est un symbole de loyauté rare dans le football moderne. À la fin de sa vie, le roi de la Dynamite a mené un combat silencieux contre un cancer du côlon. Il s'est battu avec un courage admirable, tel un guerrier, mais le miracle ne s'est pas produit. Le 8 janvier 2023, quelques jours seulement après la disparition du roi du football, Deus Tusta Pelé, Roberto Dinamite est lui aussi retourné dans son pays natal à l'âge de 68 ans. Le Brésil a perdu 2 rois en une seule semaine. Emerson Leão, 28 ans, surnommé Le Lion, aborda la Coupe du Monde 1978 en tant que gardien de but inflexible du Brésil, l'homme sur lequel l'équipe s'appuyait alors que la philosophie pragmatique de Coutinho prenait racine. Dans une équipe habituée aux gestes techniques, Léo était froid, discipliné et imposant. Il encourageait ses coéquipiers non pas par de douces tapes sur l'épaule, mais par des rugissements autoritaires. Son style de jeu cette année-là mêlait des réflexes félins à une témérité folle. Il n'hésitait pas à foncer droit dans les pieds d'un attaquant adverse pour protéger son but.
Le capitanat de Léo affirmait avec force que le Brésil de 1978 ne se contentait pas de faire valser le ballon, mais était aussi prêt à se battre jusqu'au bout. La vie de Léo fut ensuite une succession de combats incessants. Devenu entraîneur, il imposa son style militaire dans les vestiaires, ce qui lui valut des conflits avec de nombreuses stars, notamment les incidents houleux avec Romário et Robinho plus tard. Il ne tolérait pas l'indiscipline, les retards et les départs anticipés si fréquents chez les joueurs brésiliens. En dehors du football, Léo mène une vie de patriarche à l'ancienne, strict et conservateur. Propriétaire d'une grande ferme, il apprécie la vie à la campagne, mais conserve l'habitude de se lever tôt et de travailler dur. Le nom Tio, Liang, est sa destinée. Solitaire, fier et toujours prêt à sortir les griffes pour protéger son territoire, que ce soit sur le terrain ou dans le fauteuil d'entraîneur. Aujourd'hui, Léo, 75 ans, a quitté le banc de touche, mais il reste un commentateur au franc-parler. Il est l'un des rares à oser critiquer Neymar ou les stars actuelles à la télévision. Il est un témoin vivant d'une époque où le football était une affaire d'honneur et non un spectacle. José Reinaldo de Lima, le bras levé en signe de défi à la tyrannie, était le symbole indomptable du Brésil lors de la Coupe du Monde de 1978. À 21 ans, O'Reilly, la coqueluche des supporters de l'Atlético Mineiro, était un joueur au talent immense, mais son explosivité était freinée par une opération du genou. Cependant, sa célébration de but contre la Suède restera à jamais gravée dans les mémoires. Immobile, le poing droit levé vers le ciel, il symbolisait le mouvement des « Panthères noires » et défiait ouvertement la dictature militaire qui régnait sur le Brésil. Il fut le seul joueur à oser un tel geste. La carrière de Reinaldo fut brutalement interrompue par sa grave blessure aux jambes. Mais il mit sa notoriété au service de la démocratie. Après le football, il devint journaliste et militant politique du Parti des travailleurs, PT, se rangeant toujours du côté des plus démunis et des personnes de couleur. Il mena une vie simple, guidée par des idéaux. Reinaldo pratiquait le football avec passion et s'engageait également en politique avec la même ferveur. Il représentait à cette époque un lien rare entre le sport et l'idéologie politique au Brésil. Reinaldo, 67 ans, vit toujours à Belo Horizonte. Bien qu'il ait des difficultés à marcher en raison des séquelles d'une ancienne blessure, le roi continue de faire entendre sa voix sur les questions sociales du pays. Batista, le libéraux silencieux, était le pilier discret de la défense brésilienne lors de la Coupe du Monde 1978. À 23 ans, João Batista da Silva était infatigable dans le système de Coutinho. Titulaire lors des 7 matchs, il a régné en maître au milieu de terrain, se montrant redoutable en 1 contre 1 et un rempart intraitable devant la défense centrale. Batista était le joueur le plus travailleur parmi les artisans de la sélection. Après une carrière de joueur, marquée par un carton rouge pour un coup de pied dans le ventre donné par Maradona en 1982, Batista s'est tourné vers la télévision. Il a étudié et perfectionné ses compétences linguistiques et est devenu un commentateur sportif de premier plan dans le sud du Brésil. Il était reconnu pour son style d'analyse calme et incisif, un contraste saisissant avec son agressivité passée sur le terrain. La discipline d'un milieu défensif a permis à Batista de se préparer à réussir dans un environnement médiatique impitoyable. À 69 ans, Batista reste un visage familier de la télévision brésilienne, un professionnel respecté. Rivellino, le leader à l'aile brisée, arriva à la Coupe du Monde, 1978, comme le seul témoin historique encore présent de la légendaire équipe championne de 1970. À 32 ans, il était le leader, l'aîné censé guider ses jeunes frères Zico et Dirce. Cependant, ce fut un tournoi douloureux pour le roi de la moustache. Des blessures persistantes ne lui permirent de disputer que 3 matchs et de ne pas jouer régulièrement. Néanmoins, la présence de Rivellino sur le banc était un véritable soutien moral. Debout là, avec son fameux pied gauche tonitruant, les jeunes joueurs brésiliens sentaient qu'ils pouvaient compter sur un appui solide pour ne pas s'effondrer sous la pression. Juste après la Coupe du Monde de 1978, Rivellino prit une décision surprenante. Quitter le Brésil pour rejoindre Al Hilal en Arabie Saoudite. À cette époque, le football du Moyen-Orient était encore balbutiant,
et Rivellino fut la première superstar mondiale à s'y implanter. Il y fut accueilli comme un roi et contribua à l'essor du football dans la région. Après sa retraite, Rivellino devint un commentateur sportif réputé pour sa rigueur. Il critiquait souvent le jeu flamboyant et inefficace des jeunes joueurs et exigeait toujours la perfection. Il créa également des écoles de football, formant ainsi les talents de demain. Le coup de pied atomique de Rivellino pouvait briser des murs, tout comme sa personnalité, explosive, directe et autoritaire. Il faisait le lien entre un passé glorieux et un présent pragmatique. Aujourd'hui, à 78 ans, Rivellino mène une vie bien remplie à São Paulo. Il reste une figure emblématique du petit écran, un monument devant lequel tout joueur brésilien se doit de s'incliner avec respect. Edinho, la beauté du calme, a brillé comme doublure élégante au sein de la défense intraitable d'Oscar et d'Amaral lors de la Coupe du Monde 1978. À 23 ans, Edinho Nazareth a disputé 3 matchs et a immédiatement impressionné par son style de jeu flamboyant, rarement vu chez un défenseur. Au lieu de dégager le ballon, il le passait hors de la surface, sa superbe technique individuelle lui permettant d'évoluer comme un milieu de terrain. Bien qu'il n'ait pas été un titulaire indiscutable en 1978, ces quelques minutes ont marqué la naissance d'un futur leader de la sélection. La carrière d'Edinho prit ensuite son envol. Il devint capitaine du Brésil lors de la Coupe du Monde 1986 et connut une période faste en Italie avec l'Udinese, où il joua aux côtés de Zico. Après sa retraite, Edinho prouva sa polyvalence. Il entraîna de nombreux grands clubs comme Fluminense et Flamengo, puis devint commentateur sportif et s'impliqua même dans la gestion d'équipes de beach soccer. Dans tous ses rôles, il fit preuve d'élégance, d'éloquence et d'une grande finesse d'esprit. Edinho jouait au football avec l'élégance d'un gentleman en smoking et sa vie respirait la même sérénité. Il était le modèle du footballeur brésilien moderne. Il jouait avec intelligence et vivait avec sagesse. Edinho, 69 ans, est aujourd'hui un commentateur sportif de renom. Il mène une vie discrète, à l'abri des scandales, et cultive l'image d'une légende intègre et élégante. Chico, le guerrier de la bataille de Rosario, était le milieu défensif tenace du Brésil lors de la Coupe du Monde 1978. À 29 ans, le Sillon des Coupes n'a disputé que 3 matchs. Mais le sélectionneur Coutinho l'a aligné lors du match le plus important et le plus intense. Le match nul 0-0 contre l'Argentine, pays hôte, surnommé la bataille de Rosario. Ocibesa, avec son style de jeu agressif, son audace au contact et son visage déterminé, Chico s'est attelé à la tâche d'intimider les joueurs argentins, incarnant la dureté et devenant le méchant nécessaire pour protéger l'innocence de ses coéquipiers. Chico est une figure emblématique du São Paulo FC, capitaine exemplaire qui a soulevé la Coupe nationale en 1977. Célèbre pour son aversion extrême pour la défaite, il était prêt à tout pour gagner. Après sa retraite, il a ouvert un magasin d'articles de sport et a mené une vie plutôt discrète. Il est rarement apparu dans les médias, conservant la même personnalité taciturne et réservée que lorsqu'il était joueur. Sur le terrain, Chico était fort comme un roc, inébranlable. Mais ironiquement, la vie l'a terrassé par un ennemi invisible venu de l'intérieur. Le 8 octobre 2008, Chico s'est éteint chez lui après une longue lutte contre un cancer de l'œsophage et de l'estomac. Ce guerrier indomptable est décédé à l'âge de 59 ans, laissant derrière lui le souvenir douloureux d'un capitaine à l'esprit indomptable.